Certains esprits deviennent des forteresses de pierre. Ils résistent aux tempêtes, ne se brisent pas avec le vent et ne s'ouvrent pas aux flatteries. D'autres, en revanche, finissent comme du papier mouillé. N'importe quel mot les froisse, n'importe quelle émotion les brise, n'importe quel problème les détruit. La différence ne réside pas dans ce qu'ils affrontent, mais dans ce qu'ils ont construit en eux. Personne ne naît fort. Mais chaque jour, soit tu t'entraînes, soit tu abandonnes. Soit tu te formes, soit tu te fragmentes. Et le monde ne va pas t'attendre. Il ne s'arrête pas parce que tu n'es pas prêt. La vie va te demander de la présence, de la clarté et du caractère. Si tu ne les as pas, quelqu'un d'autre décidera pour toi, pensera pour toi, t'entraînera dans son chaos. C'est la réalité que beaucoup évitent, mais que tu es sur le point d'affronter. Cette vidéo n'a pas été écrite pour te divertir. Elle a été faite pour te confronter. Parce que si tu ne gouvernes pas ton esprit, il te gouverne. Si tu ne construis pas de force intérieure, n'importe quel coup te désarme. Si tu ne te disciplines pas, tu seras l'esclave de tes émotions pour le reste de tes jours. Le stoïcisme n'est pas une philosophie lointaine, c'est un outil pratique. Et la psychologie moderne le soutient. Celui qui maîtrise son monde intérieur change son monde extérieur. Tu veux des résultats ? Alors forge d'abord le caractère qui les soutient. Tu veux la paix? Arrête de la supplier à l'extérieur et commence à la fabriquer en toi. Ce chemin n'est ni confortable ni populaire, mais c'est le seul qui te rend vraiment libre. Et je ne parle pas de liberté superficielle, mais de celle qui se remarque quand tout va mal et que tu restes debout, en silence, mais ferme, blessé, mais en marche. Reste jusqu'à la fin. Non pas pour qu'on t'applaudisse, mais pour te transformer. Parce que ce n'est pas une motivation vide, c'est une déclaration de guerre à l'ancien toi. Et celui qui sortira de cette vidéo ne sera pas le même. Il sera plus conscient, plus fort, plus réel. 1. Sois maître de votre esprit, ou il sera maître de vous. Un esprit sans contrôle est comme une ville sans murs. N'importe qui entre, n'importe qui décide, n'importe qui détruit. Une pensée négative devient un sabotage. Un doute non surveillé vous entraîne. Une émotion mal dirigée vous fait dire des choses que vous ne pensez pas, prendre des décisions dont vous n'avez pas besoin et regretter des choses que vous ne pouvez pas inverser. Et le pire, c'est que tout cela se passe sans que vous vous en rendiez compte, parce que vous n'avez pas appris à vous gouverner. La plupart des gens pensent qu'ils pensent clairement, mais ce n'est pas le cas. Ils ne font que réagir à ce qu'ils voient, à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils craignent. Il n'y a pas de filtre, pas de direction. C'est comme vivre dans une tempête constante. C'est pourquoi ils n'avancent pas. C'est pourquoi un mauvais commentaire les abat, une critique les paralyse, une émotion les rend esclaves. Parce qu'ils n'ont pas de système de défense mentale, ils n'ont pas entraîné leur dialogue interne. Et celui qui n'entraîne pas son esprit le perd. Le stoïcisme l'a clairement établi depuis des siècles. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, mais vous pouvez contrôler comment vous interprétez ce qui se passe. Et cela change tout. Parce que lorsque vous contrôlez votre interprétation, vous contrôlez votre réponse. Et lorsque vous contrôlez votre réponse, vous créez votre destin. La psychologie moderne l'appelle métacognition, la capacité de penser à ce que vous pensez, d'observer vos schémas mentaux, de les questionner et de les modifier. C'est comme avoir accès au tableau de bord de votre vie. Chaque jour est un entraînement. Chaque pensée négative que vous affrontez, chaque impulsion que vous ne suivez pas, chaque réaction que vous transformez en une réponse intelligente est une répétition de plus qui renforce votre musculature mentale. Et non, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela se construit avec de la discipline, de la pratique, de l'intention. Écrire ce que vous pensez, vous questionner avant d'agir, vous arrêter avant de réagir. C'est petit, mais puissant. Parce que vous n'avez pas besoin de tout faire parfaitement, vous avez juste besoin de ne pas céder le contrôle à l'esprit automatique. Les gens disent souvent qu'ils veulent changer leur vie, mais ils ne veulent pas changer leur esprit. Et c'est une contradiction.
Parce que toute transformation commence à l'intérieur. Un esprit fort n'est pas celui qui ne ressent pas la peur. C'est celui qui agit malgré la peur. Ce n'est pas celui qui ne doute jamais. C'est celui qui choisit de ne pas se laisser gouverner par le doute. Ce n'est pas celui qui ne tombe jamais. C'est celui qui se relève plus conscient, plus ferme, plus entraîné. Viendra un moment où votre esprit essaiera de vous ramener à la zone de confort, à ce qui est facile, à ce qui est connu. Et c'est là que vous devez vous rappeler ceci. Soit vous menez votre esprit, soit il vous mènera. Et si c'est le cas, il vous mènera directement à une vie médiocre, réactive, fragile. Vous n'êtes pas ici pour ça. Vous êtes ici pour prendre le commandement, pour devenir celui qui observe, décide et construit. Aujourd'hui peut être ce premier jour. Celui où vous décidez de ne pas obéir à la pensée qui vous limite, à la peur qui vous enferme, à l'habitude qui vous éloigne. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à vous entraîner comme un guerrier, non pas avec une force physique, mais avec une force interne. Parce que le monde là-bas ne sera jamais complètement sûr, mais si vous maîtrisez votre esprit, vous serez toujours prêt. 2. Transforme tes émotions en force, pas en chaîne. Les émotions sont comme le feu. Bien canalisés, ils chauffent, forgent, propulsent. Mal gérés, ils brûlent, consument, détruisent. Le problème n'a jamais été de ressentir. Le problème est de laisser ce que tu ressens prendre le contrôle du gouvernail. Beaucoup de personnes ne vivent pas, elles réagissent seulement. Un mauvais commentaire, une déception, une peur, et elles agissent déjà sur l'impulsion, sans réfléchir, sans pause, sans contrôle. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à réprimer ce que nous ressentons, à cacher la tristesse, à dissimuler la peur, à contenir la colère. Mais réprimer n'est pas la même chose que maîtriser. Réprimer, c'est mettre un couvercle. Maîtriser, c'est transformer. Le stoïcisme ne rejette pas les émotions. Il les comprend, il les observe, il les transforme en alliés. Parce qu'une émotion n'est pas un ordre, c'est un signal. Et tu décides si tu obéis ou diriges. La colère peut être destructrice ou peut être une force pour poser des limites. La peur peut te paralyser ou te préparer. La tristesse peut te submerger ou te faire réfléchir. Tout dépend de l'utilisation. Et cela ne s'obtient pas avec des théories. Cela s'entraîne avec attention, avec autocontrôle, avec pratique quotidienne. Respirer avant de répondre. Questionner avant d'exploser. Te demander pourquoi tu ressens cela plutôt que pourquoi. Le pourquoi te dirige, le pourquoi te confond. La psychologie moderne l'appelle régulation émotionnelle. Savoir traiter ce que tu ressens sans te laisser consumer. Parce qu'une émotion mal gérée devient permanente. Et beaucoup de personnes sont piégées dans des états émotionnels qu'elles auraient dû lâcher. Non pas parce que l'émotion ne passe pas, mais parce qu'elles la nourrissent, la recyclent, la revivent. Chaque fois que tu choisis de ne pas te laisser emporter par une émotion, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu décides d'observer plutôt que de réagir, tu forges ton caractère. Il ne s'agit pas de devenir de pierre, il s'agit de devenir maître de toi, de ce que tu ressens, de ce que tu fais avec ça, parce que ressentir est inévitable. Mais agir à partir de la conscience est un choix. Regarde les personnes vraiment fortes. Ce ne sont pas celles qui ne ressentent rien, ce sont celles qui ressentent tout et malgré tout restent debout. Celles qui transforment la douleur en but, la peur en précision, la colère en clarté. Ce n'est pas qu'elles ne souffrent pas, c'est qu'elles savent quoi faire avec cette douleur. Et c'est pourquoi elles ne se brisent pas. La prochaine fois qu'une émotion te visite, accueille-la. Mais ne lui donne pas les clés. Écoute-la, interprète-la, puis décide toi-même. Parce que ce qui te définit n'est pas ce que tu ressens, mais ce que tu fais avec ça. Et c'est là ton véritable pouvoir. 3. Lâche ce que tu ne contrôles pas et rends invincible ce qui dépend de toi. Essayer de contrôler l'incontrôlable est comme essayer de capturer le vent avec tes mains. Tu finis fatigué, frustré, vide. Plus tu t'accroches à l'extérieur, plus tu deviens faible à l'intérieur.
Parce que la force ne se mesure pas par combien tu contrôles à l'extérieur, mais par combien tu maîtrises ce qui dépend réellement de toi. La plupart dépensent leur énergie à essayer de faire changer les autres, à vouloir que la vie soit juste, à vouloir que les choses se passent comme ils le souhaitent. Et quand cela n'arrive pas, ils se brisent, ils se sentent victimes, se frustrent, se paralysent. Mais l'erreur n'est pas dans ce qui se passe, mais dans le désir de contrôler ce qui n'a jamais été à toi. L'attitude de contrôle absolu est un piège mental qui t'éloigne seulement de ta paix. Elle t'a servi. Le stoïcisme a laissé une leçon qui change tout. Distingue ce qui est entre tes mains de ce qui ne l'est pas. Ton opinion, tes actions, ton attitude, ton effort. C'est à toi. Ce que les autres pensent, le climat, le passé, les décisions des autres. Ce n'est pas à toi. Plus tôt tu feras cette séparation, plus tu seras libre. Et plus fort aussi. Parce que lâcher prise n'est pas abandonner. C'est rediriger ton pouvoir là où il est vraiment utile. Tu ne peux pas contrôler si on t'approuve, mais tu peux contrôler combien de valeur tu te donnes. Tu ne peux pas empêcher qu'on te critique, mais tu peux choisir de ne pas le prendre comme une vérité. Tu ne peux pas arrêter le chaos du monde, mais tu peux ordonner ton intérieur. La différence entre une personne brisée et une personne solide réside dans l'approche. L'une dépense son énergie dans ce qu'elle ne peut pas changer. L'autre investit son énergie en elle-même. La psychologie moderne l'appelle le locus de contrôle interne. Les personnes qui croient qu'elles ont une influence sur leur vie, même dans des circonstances difficiles, ont tendance à être plus résilientes, plus déterminées, plus stables. Parce qu'au lieu de chercher des excuses, elles cherchent des options. Au lieu de se plaindre, elles agissent. Au lieu de se victimiser, elles se renforcent. Quand tu lâches ce que tu ne contrôles pas, tu ne perds pas de pouvoir. Tu le récupères. Parce que tu te concentres sur ce que tu peux faire aujourd'hui, sur comment tu réponds, sur ce que tu construis, sur qui tu deviens. Et cela est invincible. Personne ne peut t'enlever ton attitude, ta détermination, ta discipline. Cela t'appartient, quoi qu'il arrive là-bas. Si tu veux avoir la paix, apprends à lâcher prise. Et si tu veux avoir du pouvoir, concentre-toi sur toi. Ce n'est pas de la résignation, c'est une stratégie. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la clarté. Parce que celui qui investit toute son énergie dans ce qui dépend de lui-même finit par être plus fort que celui qui essaie de tout contrôler. 4. Fais de l'adversité ton maître silencieux. L'adversité est comme une forge. Le métal mou, sans forme, sans force, y entre. Une épée aiguisée en sort. Personne ne veut être dans le feu, mais c'est là que la faiblesse se transforme en fermeté. La superficialité en profondeur, le commun en caractère. Celui qui ne traverse pas d'épreuves ne se connaît pas. Celui qui fuit la douleur fuit aussi sa véritable force. Beaucoup croient que la vie s'améliore lorsque tout devient facile. Mais la facilité ne forme pas, le confort n'entraîne pas. Ce sont les difficultés qui révèlent de quoi tu es fait. Et il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, il s'agit d'arrêter de la fuir, de la voir pour ce qu'elle est, un maître silencieux, exigeant, oui, mais aussi révélateur. Le stoïcisme ne parle pas d'éviter la douleur, il parle de l'affronter avec dignité, d'utiliser chaque obstacle comme un outil d'évolution. Quand quelque chose te fait mal, il y a une leçon. Quand quelque chose se complique, il y a une opportunité de forger ton caractère. Mais si tu te demandes seulement pourquoi toi, si tu te plains seulement, tu passes à côté de l'essentiel. Parce que la douleur ne parle pas avec des cris, elle parle avec des signaux. Et si tu ne fais pas attention, elle répète la leçon. La psychologie le confirme. Les personnes qui trouvent un sens à leurs expériences difficiles développent plus de résilience, parce qu'elles ne voient pas les problèmes comme des punitions, mais comme des processus. Elles ne restent pas coincées dans la blessure, elles l'utilisent comme un élan. Et c'est ce qui les rend plus fortes, plus stables, plus conscientes. Celui qui utilise l'adversité comme excuse reste au même endroit. Celui qui l'utilise comme entraînement avance, non pas parce qu'il est insensible à la douleur, mais parce qu'il a appris à bouger malgré elle.
parce que chaque chute lui a appris à se relever avec plus de fermeté, parce que chaque coup a affiné son focus, et chaque perte lui a appris à lâcher prise sans se briser. La vie ne te demandera pas si tu es prêt, elle te mettra à l'épreuve, et c'est à toi de décider si tu le vois comme une menace ou comme une leçon. Tu peux maudire la douleur ou tu peux te demander ce qu'elle essaie de t'enseigner. Tu peux abandonner ou tu peux t'adapter. Ce choix marque la différence entre rester le même ou devenir ta meilleure version. À partir d'aujourd'hui, ne fuis pas la difficulté. Ne demande pas qu'elle se termine rapidement. Demande à devenir quelqu'un qui peut y faire face, parce que tu n'as pas besoin d'une vie plus facile. Tu as besoin d'un esprit plus fort, et cela ne se forme que lorsque tu avances, même avec des blessures. Lorsque tu apprends, même avec peur. Lorsque tu choisis d'avancer, même quand ça fait mal. 5. Vice pour être intègre, non pour être applaudi. Certains construisent leur vie comme un décor de théâtre. Tout semble solide de l'extérieur, mais derrière, il n'y a que du bois creux et du carton peint. Ce sont ceux qui vivent pour les applaudissements, pour l'approbation, pour être vus. Et chaque décision qu'ils prennent dépend de s'ils recevront des likes, s'ils recevront une validation, s'ils ne seront pas critiqués. Mais quand personne ne les regarde, ils ne sont rien. Parce qu'ils ne vivent pas pour être, ils vivent pour paraître. L'intégrité ne brille pas, elle ne fait pas de bruit, elle n'est pas toujours reconnue. Mais c'est ce qui soutient ta vie quand tout le reste s'effondre. Être intègre, c'est faire ce qui est juste même si personne ne le voit. C'est tenir ta parole même quand il serait plus facile de la briser. C'est agir en accord avec tes valeurs, pas avec la mode du moment. Et cela, dans un monde obsédé par les apparences, est un acte de rébellion. Le stoïcisme le rend clair. Vice selon ta nature, pas selon les opinions des autres. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu as besoin de te respecter toi-même. Parce que ceux qui vivent en cherchant l'approbation finissent par perdre le respect de soi. Et c'est un prix trop élevé. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être cohérent. Que ce que tu penses, dis et fais aille dans la même direction. Et que cette direction soit définie par toi, pas par le bruit du monde. La psychologie moderne parle du moi idéal et du moi réel. Quand il y a une grande distance entre ce que tu montres et ce que tu es, l'anxiété, la culpabilité, la déconnexion surgissent. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu joues la comédie, que tu forces une image, que tu sacrifies ta vérité pour un peu d'acceptation momentanée. Et cela finit par coûter cher. Personne ne peut maintenir un masque pour toujours sans se briser à l'intérieur. Être intègre est libérateur. Cela te permet de marcher avec assurance, de dormir en paix, de parler sans peur, parce que tu n'as pas besoin de te justifier, de te vendre, de plaire. Tu as juste besoin d'être toi, avec tes erreurs, mais aussi avec ton intention claire. Et cette clarté vaut plus que 1000 applaudissements, parce que les applaudissements sont instables. On te les donne aujourd'hui et on te les enlève demain. Mais ton intégrité reste avec toi, quoi qu'il arrive. Regarde autour de toi. Beaucoup semblent forts, mais ils ne le sont pas. Ils sont juste bons pour jouer la comédie. Le réel coûte, le réel exige, le réel fait mal. Mais il construit aussi des fondations. Et tu es ici pour construire quelque chose qui ne s'effondre pas au premier jugement, à la première critique, au premier rejet. Si tu vis pour les applaudissements, tu te vends à bas prix. Si tu vis pour ta vérité, personne ne peut t'acheter. Choisis d'être intègre, même s'ils ne te comprennent pas, même s'ils ne t'applaudissent pas, même si tu marches seul par moments. Parce que tôt ou tard, la vie te récompense avec quelque chose de plus précieux que la célébrité. Le respect que tu as pour toi-même vaut beaucoup plus. 6. Forge un caractère inébranlable. Il y a des arbres qui semblent forts jusqu'à ce que la tempête arrive. Hauts, imposants, luxuriants. Mais quand le vent souffle fort, ils tombent. Parce que leurs racines étaient faibles. Parce que tout ce qui soutenait leur image n'avait pas de profondeur. Il en va de même pour les personnes. Beaucoup semblent solides. Mais dès que quelque chose tourne mal, il se brise. Ce qui manquait n'était pas la capacité, c'était le caractère.
Le caractère ne s'achète pas, ne se transmet pas, ne se feint pas. Il se forge. Jour après jour, décision après décision. C'est la combinaison de ce que tu choisis quand personne ne t'oblige, de ce que tu fais quand personne ne te voit, et de ce que tu défends même quand c'est difficile. Un caractère ferme n'est pas celui qui ne doute jamais, c'est celui qui décide clairement même au milieu du doute. Ce n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, c'est celui qui avance malgré elle. Parce qu'avoir du caractère ne signifie pas être dur avec tout le monde, cela signifie être inébranlable dans ce que tu crois et fort dans ce que tu décides. Le monde est plein de stimuli conçus pour te briser. La pression de s'intégrer, la critique qui tente d'éteindre ton authenticité, la tentation constante de prendre la voie facile. Et face à tout cela, soit tu as une structure interne solide, soit tu t'effondres. Le stoïcisme parlait du caractère comme d'une armure de l'âme, non pas pour te fermer, mais pour protéger ce qui compte vraiment. Parce que quand ton intérieur est fort, l'extérieur ne t'entraîne pas. La psychologie moderne le soutient également. Les personnes ayant un caractère bien formé sont plus résilientes, plus stables, plus authentiques. Elles n'agissent pas par impulsion. Elles ne se définissent pas par l'approbation des autres. Elles ne changent pas leurs valeurs par commodité. Elles sont cohérentes. Et cette cohérence crée la confiance, d'abord en soi, puis chez les autres. Parce que tu sais que tu vas répondre fermement, même si tout devient difficile. Tu sais que tu peux compter sur toi. Construire un caractère exige de l'inconfort. Ce n'est pas quelque chose qui se forme quand tout va bien. C'est quand on te trahit et que tu décides de ne pas devenir pareil. C'est quand tu as peur, mais que tu ne recules pas. C'est quand tu peux profiter de quelque chose, mais que tu choisis de ne pas le faire. Chaque fois que tu choisis ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, tu renforces ta base interne. Et cette base est celle qui te soutient quand tout le reste vacille. Un caractère inébranlable ne signifie pas que tu ne tombes pas. Cela signifie que tu ne restes pas au sol, que tu apprends vite, que tu ne perds pas ton centre, que tu ne te vends pas pour la reconnaissance, ni ne te tais sous la pression, que tu sais qui tu es et que tu n'as pas besoin que le monde te le rappelle. C'est la différence entre une personnalité réactive et une identité ferme. Et tu es ici pour construire la seconde. Ne te compare pas à celui qui crie le plus fort ou à celui qui semble le plus sûr. Compare-toi à celui qui résiste, à celui qui reste fidèle à lui-même au milieu du chaos. Parce que la force que l'on voit n'est pas toujours réelle. Mais celle qui se maintient dans le silence, celle-là l'est. Et c'est celle dont tu as besoin. Si tu veux laisser une empreinte, commence par ne pas te trahir. Si tu veux aller loin, commence par ne pas abandonner quand il n'y a pas de témoin. Parce que le caractère n'est pas fait pour impressionner. Il est fait pour soutenir. Et celui qui l'a ne résiste pas seulement au monde, il le transforme. 7. Libère-toi de ce qui consomme ton énergie. Une bougie ne s'éteint pas seulement à cause du vent. Elle se consume aussi lentement quand personne n'en prend soin. Il en va de même pour ton énergie. Tu ne te brises pas toujours à cause d'un grand coup. Parfois tu t'épuises par usure silencieuse, par de petites fuites qui semblent inoffensives, mais qui, avec le temps, te laissent sans force, sans concentration, sans motivation. Tu ne le remarques pas tout de suite, mais tu le ressens. Dans la fatigue mentale, dans le manque de clarté, dans cette sensation d'être toujours épuisé, même sans avoir fait quoi que ce soit de physique. Il ne suffit pas de te remplir de force, tu dois aussi fermer ce qui la draine. Et bien souvent, il ne s'agit pas de faire plus, mais de permettre moins. Moins de bruit, moins de drame, moins d'engagement sans sens. Car chaque personne qui te vole ta tranquillité, chaque habitude qui te retarde, chaque pensée qui se répète comme un parasite te coûte silencieusement. Et si tu ne le détectes pas à temps, tu finis par vivre en mode survie, et non en mode expansion. Le stoïcisme enseigne que tu dois protéger ton esprit comme un temple. Tout le monde n'y entre pas, tout n'y a pas sa place. Car ce que tu permets devient une partie de ta structure interne. Et si tu es rempli de ce qui ne t'appartient pas,
Il ne reste pas de place pour ce qui le fait. C'est pourquoi dire non n'est pas de l'égoïsme. C'est une stratégie. Ce n'est pas de la froideur de couper des liens. C'est une protection. Ce n'est pas une faiblesse de s'éloigner. C'est du respect de soi. La psychologie le confirme. Ceux qui établissent des limites, filtrent leur environnement et priorisent leur énergie, développent un meilleur bien-être émotionnel. Car il ne s'agit pas seulement d'être fort, il s'agit aussi de ne pas t'exposer constamment à ce qui t'affaiblit, d'arrêter de justifier ce qui t'éteint clairement, de comprendre que l'usure constante n'est pas une partie du chemin, mais un signe que tu négliges quelque chose d'essentiel. Il est temps de revoir ton environnement avec honnêteté. Quelles relations te poussent, lesquelles te freinent? Quelles activités t'ajoutent, lesquelles te volent du temps et de la clarté? Quelles idées te construisent, lesquelles ne font que te générer du bruit? Et quand tu l'auras clairement identifié, ne l'ignore pas. Agis. Tout ne se transforme pas. Certaines choses sont simplement lâchées. Certaines portes ne se ferment pas avec rancœur, elles se ferment pour la paix. Si quelque chose ne te laisse pas avancer, tu n'en as pas besoin. Si quelqu'un ne te respecte pas, il ne mérite pas ton énergie. Si une pensée te fatigue plus qu'elle ne t'enseigne, tu n'as pas à continuer à la nourrir. Protéger ton énergie, c'est protéger ton chemin. Tu ne peux pas grandir si tu es épuisé. Tu ne peux pas te concentrer si tu es saturé. Élimine le bruit, libère de l'espace, et tu verras comment la force que tu pensais avoir perdue revient. 8. Marche avec un but, même dans l'obscurité. Un phare ne dépend pas d'un ciel dégagé pour allumer sa lumière. Il est fait pour briller même au milieu de la tempête. Il n'attend pas des conditions parfaites. Il sait que sa fonction n'est pas de tout voir clairement, mais de rester allumé quand les autres s'éteignent. Ainsi doit être ton but. Une lumière constante au milieu du chaos. Une direction interne qui ne vacille pas, même si tu ne vois pas le chemin complet. Attendre d'avoir tout clair pour avancer est une façon lente de se rendre, parce que la vie ne te montrera jamais la carte entière. Elle ne te donne que le prochain pas. Et si tu ne bouges pas, tu stagnes. Et si tu stagnes, tu te frustres. Le problème est que beaucoup de gens confondent la direction avec la certitude. Ils veulent des garanties avant d'agir. Ils veulent une sécurité absolue avant de s'engager. Mais cette sécurité n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'engagement envers ce qui a du sens pour toi, même si tu ne peux pas l'expliquer complètement. Le stoïcisme parlait de vivre avec intention, de ne pas se mouvoir comme une feuille au vent, d'avoir une clarté dans le pourquoi, même si le comment se construit avec le temps, parce qu'un but ferme te donne une structure. Il te permet de résister aux doutes, de filtrer les distractions, de supporter l'attente. Quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu n'as pas besoin de motivation constante. Tu agis avec discipline, avec concentration, avec des racines. La psychologie moderne l'appelle le sens de la vie. Les personnes qui ont un but défini ne vivent pas seulement plus longtemps, elles vivent aussi mieux. Elles gèrent mieux le stress. Elles prennent des décisions plus claires. Elles se lèvent avec intention, pas avec inertie. Non pas parce que tout est facile, mais parce qu'elles savent que ce qu'elles font compte. Même si personne ne les applaudit, même si elles ne voient pas encore les résultats, même si le chemin devient sombre. Marcher avec un but ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie ne pas perdre la direction, même quand les doutes apparaissent. C'est faire confiance à ce feu intérieur qui te dit de continuer, d'avancer, de résister, parce que tu ne verras pas toujours la fin. Mais tant que tu continues à marcher avec un sens, tu grandis, tu crées, tu construis quelque chose qui vaut la peine. Si tu sens que tout est flou, que le chemin n'est pas clair, ne t'arrête pas. Reviens à ton but. Demande-toi ce qui t'a poussé au début. Quelle valeur tu défends? Quel futur tu construis? Et continue. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est ce qui est juste pour toi. Le but ne s'abandonne pas parce qu'il y a de l'obscurité. Il s'allume encore plus fort, parce que tu n'es pas ici pour marcher seulement quand le soleil brille. Tu es ici pour avancer, même quand tu ne vois pas le ciel. 9.
Embrasse la solitude comme le terrain d'entraînement de ton âme. Une épée ne se forge pas au milieu de la foule. Elle se forme dans la chaleur de la forge, loin du bruit, avec le feu et la répétition. De la même manière se forme l'âme forte, dans le silence, dans la solitude, dans ces moments où il n'y a personne pour t'applaudir, où tout dépend de toi. La solitude n'est pas une punition, c'est un entraînement, ce n'est pas un vide. C'est un espace pour te retrouver, te reconstruire et te renforcer sans distraction. Beaucoup de personnes ont peur de la solitude parce qu'elles n'ont jamais appris à être avec elles-mêmes. Elles cherchent toujours de la compagnie, du bruit, une validation externe. Mais celui qui ne sait pas être seul ne sait pas non plus qui il est. Et si tu ne sais pas qui tu es, n'importe quoi te confond, n'importe qui t'entraîne, n'importe quelle critique te désarme. La solitude bien vécue ne t'éloigne pas du monde, elle te rapproche de toi. Et quand tu te connais vraiment, il est beaucoup plus difficile pour le monde de te briser. Le stoïcisme parlait du recueillement intérieur comme une pratique essentielle. Marc Aurèle écrivait qu'en soi-même, il y a une source qui peut toujours se renouveler si on apprend à y revenir. Ce retour ne se fait pas entouré de distractions. Il se fait dans l'intimité du silence, là où il n'y a pas de masque, ni d'attente, ni de bruits externes, seulement ton esprit, tes pensées et la vérité qui émergent quand tout le reste s'éteint. La psychologie le confirme. Le temps passé seul permet d'intégrer ce qui a été vécu, de reconnaître des modèles, de traiter des émotions, d'organiser des priorités. Mais il ne s'agit pas de s'isoler par rancœur ou par peur. Il s'agit de créer un espace intentionnel pour observer, apprendre et décider. Parce que lorsque tu es seul, sans dépendre de rien ni de personne, tu découvres ta véritable capacité à te soutenir, et cette expérience te transforme. Toutes les réponses ne se trouvent pas à l'extérieur. Certaines n'apparaissent que lorsque tu arrêtes de fuir de toi-même, lorsque tu t'assois avec toi-même sans distraction, sans évasion. Au début, cela peut être inconfortable, ça peut faire mal. Mais ensuite, cela devient liberté. Tu n'as plus besoin d'une approbation constante. Tu ne cherches plus à être comblé de l'extérieur, parce que tu apprends à te remplir toi-même. Et cela te donne une force qui ne se voit pas, mais se ressent. Dans ton regard, dans ta présence, dans ta paix. Si tu te sens seul, ne le prends pas comme une faiblesse. Prends-le comme un signe qu'il est temps de te connaître plus profondément, de t'écouter sans filtre, de te reconstruire de l'intérieur. Personne ne peut entraîner ton âme pour toi. Personne ne peut te donner la solidité que tu ne te donnes pas toi-même. Alors, si tu es dans cette phase silencieuse, ne la précipite pas. Profites-en. Parce que dans ce silence peut naître la version la plus forte de toi. 10. Projette l'énergie de celui qui a déjà vaincu. Une salle s'illumine quand quelqu'un entre avec présence. Il n'a rien dit, n'a pas fait de gestes exagérés, n'a pas cherché à attirer l'attention, mais on le ressent. Parce que l'énergie ne se feint pas, elle se projette. Et celle de celui qui a vaincu de l'intérieur se remarque sans besoin d'explication. Il ne s'agit pas de vanité, il s'agit de confiance. De cette force silencieuse qui vient d'avoir combattu des batailles internes et d'en être sorti plus conscient, plus ferme, plus clair. L'erreur de beaucoup est d'attendre que les circonstances changent pour changer d'attitude. Qu'arrive la victoire externe pour enfin marcher comme des vainqueurs. Mais c'est l'inverse. Celui qui veut avancer doit commencer à agir, parler et se déplacer comme s'il était déjà à ce niveau de force. Non pas comme une prétention, mais comme une affirmation, parce que le corps obéit à l'esprit. Et si votre mentalité est faible, votre présence le sera aussi. Le stoïcisme enseignait à visualiser les difficultés comme déjà surmontées, à se comporter avec calme, même au milieu du chaos. Parce que ton attitude crée l'ambiance, pas l'inverse. Si tu agis avec l'énergie de celui qui est perdu, tout te semblera sombre. Si tu te déplaces avec l'énergie de celui qui a déjà décidé de ne pas abandonner, ton environnement change, tes décisions changent, tu changes. La psychologie le soutient. Le principe d'incarnation affirme que le langage corporel, le ton,
la respiration et la posture peuvent influencer ton état mental. Ce n'est pas seulement que tu te tiens droit quand tu te sens sûr de toi, c'est aussi que tu peux construire la confiance en adoptant cette posture. Ton extérieur nourrit ton intérieur, et projeter la confiance même avant d'avoir des résultats tangibles renforce ton identité. Marcher avec l'énergie de celui qui a déjà vaincu ne signifie pas agir comme si tu n'avais pas de doute ou de peur. Cela signifie décider qui dirige en toi. Si c'est la partie qui fait confiance ou la partie qui doute, si c'est le guerrier ou le saboteur. Et même si tu as des blessures, tu choisis d'avancer comme quelqu'un qui ne négocie plus sa valeur, ni sa direction, ni sa dignité. Cela ne se discute pas, cela se transmet. La prochaine fois que tu entreras dans un lieu, ne baisse pas les yeux, ne réduis pas ta voix, ne t'excuse pas d'exister. Entre comme celui qui sait qu'il a construit quelque chose à l'intérieur. Marche comme celui qui a déjà traversé des zones sombres et n'est pas prêt à s'éteindre à nouveau. Projette l'énergie de celui qui a déjà vaincu, non pas par ego, mais par certitude. Parce que ce que tu transmets éduque aussi ton esprit. Et si ta présence dit « je peux faire ça », peu à peu tu en fais une réalité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, un esprit faible se désintègre à la première tempête. Un esprit fort, en revanche, se trempe à chaque coup, comme l'acier forgé entre les flammes. La différence ne réside pas dans la chance, ni dans ce qui se passe là-bas. Elle réside dans ce que vous faites de ce qui se passe. Personne ne naît mentalement fort. Cette force se construit, s'entraîne, s'exige. Il ne s'agit pas de belles phrases ou de motivation vide. Il s'agit de caractère. Cette vidéo ne cherche pas à vous divertir. Elle cherche à vous déranger, à vous réveiller, à vous pousser à regarder ce que vous ne voulez pas voir. Parce que tant que vous continuerez à blâmer le monde, les gens ou le passé pour votre état mental, vous resterez prisonnier de l'extérieur. Le stoïcisme le rend clair. Vous ne pouvez pas contrôler le monde, mais vous pouvez maîtriser votre réaction. Et cette maîtrise change tout. La force mentale ne se voit pas, mais se ressent. C'est cette voix intérieure qui, au milieu du chaos, ne crie pas, mais ne se tait pas non plus. Elle agit simplement, fermement, sans besoin de validation. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais de l'utiliser. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir la peur, mais de ne pas laisser la peur vous diriger. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de l'affronter avec un esprit clair et une volonté ferme. Chaque leçon que vous trouverez ici est conçue pour cela, pour que vous arrêtiez de fuir et commenciez à vous entraîner. Cette vidéo est un manuel de guerre interne. Un guide stoïcien pour ceux qui en ont assez de se briser et veulent enfin se construire. Peu importe où vous en êtes, si vous décidez d'écouter avec ouverture, vous finirez plus fort. Non pas à cause de ce que dit cette vidéo, mais à cause de ce que vous décidez de faire après l'avoir écouté. C'est la véritable transformation. Et elle commence maintenant. 1. Fais de la difficulté ton maître et non ton ennemi. Le fer le plus résistant ne naît pas ainsi. Il est façonné à coups de marteau, sous une chaleur extrême, tordu encore et encore, jusqu'à ce que sa forme devienne une force. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. La douleur, la pression, le rejet, l'incertitude ne viennent pas pour te détruire, ils viennent pour te façonner. Mais seulement si tu cesses de voir la difficulté comme une menace. Seulement si, au lieu de te plaindre, tu décides d'apprendre. Celui qui fuit les défis ne découvre jamais qui il est vraiment. Celui qui les affronte, même s'il tremble, commence à construire quelque chose que personne ne peut lui enlever. Beaucoup de gens passent leur vie à maudire les épreuves, comme si le monde leur devait le confort, comme si l'inconfort était un défaut du système. Mais c'est tout le contraire. L'inconfort est le système. Le problème n'est pas la difficulté, c'est ton interprétation de celle-ci. Tu crois que parce que quelque chose fait mal, alors c'est mal. Tu crois que parce que quelque chose est difficile,
alors ça ne vaut pas la peine. Et là, tu t'affaiblis. Le stoïcisme enseigne que les défis ne bloquent pas la voie. Ils sont la voie, car chaque difficulté est une leçon déguisée. Un maître qui, bien que sévère, a pour seul objectif ta croissance. Tu ne peux pas développer de force sans exigence. Personne ne devient fort en courant seulement quand il en a envie. Personne ne se construit en évitant la critique, le rejet ou l'effort. Se construit celui qui décide de rester quand tout lui dit d'abandonner. Se construit celui qui comprend que la douleur n'est pas l'ennemi, mais l'avertissement que tu sors de ta zone de faiblesse. Car chaque fois que tu fuis quelque chose d'inconfortable, tu renforces une partie de toi qui veut rester faible. Et chaque fois que tu l'affrontes, même si tu échoues, tu envoies un message interne. Je suis prêt à grandir. Sénèque disait que la difficulté renforce l'esprit comme le travail renforce le corps. Et il le savait par expérience, pas par théorie. Car vivre avec philosophie n'est pas répéter de jolies phrases, c'est appliquer de la discipline quand la vie devient rude. C'est ne pas avoir besoin que tout soit parfait pour rester ferme. C'est accepter que tu seras souvent fatigué, confus, désavantagé. Mais même là, tu peux répondre avec intégrité, avec concentration, avec courage. Et cela, même si le monde ne le voit pas, te rend dangereux pour la médiocrité. Tu n'as pas besoin de demander à la vie d'être plus facile. Tu as besoin de te demander à toi-même d'être plus fort. Et cette force commence quand tu cesses de voir les problèmes comme des obstacles et que tu commences à les voir comme des entraîneurs. Ils ne viennent pas pour te freiner, ils viennent pour te préparer. Ils ne viennent pas pour te blesser, ils viennent pour te montrer de quoi tu es fait. Certains s'effondrent face à une perte, d'autres se reconstruisent à partir de celle-ci. Certains sont paralysés par le rejet, d'autres le transforment en élan. Lequel vas-tu être? 2. Sois le gardien de ton esprit. Une forteresse peut être entourée de murs imposants, avoir les meilleures armes et des milliers de soldats, mais si l'ennemi parvient à entrer par négligence, tout est perdu de l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Tu peux avoir du talent, des opportunités, du savoir, mais si tu permets à n'importe quelle pensée d'entrer sans surveillance, tu es en danger. Ce que tu laisses entrer par habitude, par distraction ou par faiblesse, tôt ou tard, devient ce qui te contrôle. C'est pourquoi tu as besoin de devenir le gardien de ton esprit. Pas le spectateur, pas la victime, le gardien. À une époque où tout cherche ton attention, garder l'esprit clair n'est pas un hasard. C'est une tâche quotidienne, les informations inutiles, la comparaison constante, les opinions des autres, les peurs héritées, les blessures non soignées, tout se filtre si tu ne mets pas une limite claire. Celui qui ne sélectionne pas ce qu'il pense finit par être asservi par ce que les autres veulent qu'il pense. Celui qui ne remet pas en question ses pensées leur obéit sans savoir que beaucoup ne sont pas les siennes. Celui qui ne nettoie pas son esprit le remplit de bruit jusqu'à se confondre avec lui. Les stoïciens le comprenaient bien. Marc Aurèle disait que notre vie est ce que nos pensées en font. Cela signifie que l'esprit n'est pas un espace neutre, c'est un terrain fertile ou un champ de bataille, selon la façon dont tu le traites. Si tu le négliges, les pensées négatives poussent comme des mauvaises herbes. Si tu le cultives avec attention, les pensées utiles prennent des racines solides. Et c'est ce qui change ta façon d'agir, de parler, de répondre, car personne ne peut vivre en paix si dans sa tête il y a la guerre. Devenir le gardien de ton esprit, c'est commencer à identifier ce qui t'affaiblit, ce qui te distrait, ce qui te vide. C'est arrêter de permettre que le dialogue interne soit dominé par la critique, la plainte, la culpabilité ou le doute. C'est apprendre à reconnaître que toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Certaines veulent simplement te saboter. Un esprit fort n'est pas celui qui n'a pas de chaos, mais celui qui sait l'ordonner. Ce n'est pas celui qui élimine toutes les pensées négatives, mais celui qui ne leur donne pas de pouvoir. Ce n'est pas celui qui est toujours calme, mais celui qui ne se laisse pas emporter par le tourbillon. C'est pourquoi tu dois t'entraîner à te surveiller, pour ne pas laisser l'automatique prendre le contrôle.
pour que chaque pensée qui franchit la porte de ta conscience ait à répondre à une seule question. Est-ce que cela me renforce ou m'affaiblit? Car celui qui ne surveille pas son esprit devient son esclave, mais celui qui s'entraîne à le garder devient libre. Et seuls les libres peuvent construire leur chemin avec clarté. Seuls les libres peuvent agir sans chaînes internes. Sois ce gardien, et deviens l'esprit qui guide, pas l'esprit qui réagit. C'est là que commence la véritable force. 3. Mets toute ton énergie dans ce que tu peux contrôler. L'archer qui est obsédé par le vent oublie l'essentiel, sa précision, sa concentration, sa respiration. La vie ne s'arrête pas pour tes plaintes, ni pour ton anxiété de vouloir tout dominer. Et plus tu essaies de contrôler ce qui ne t'appartient pas, plus tu vas perdre d'énergie, plus tu vas accumuler de frustration, plus tu vas te sentir faible. La force mentale ne se construit pas avec un effort aveugle, mais avec une direction. Savoir sur quoi concentrer ton énergie est le premier acte de sagesse. Trop de personnes vivent piégées par ce que les autres pensent, par ce qui pourrait arriver, par ce qu'elles ne peuvent plus changer. Et cette usure ne produit pas de résultats, elle ne fait qu'alimenter la confusion. L'esprit se toxifie lorsque tu insistes pour vouloir changer l'extérieur avant de maîtriser l'intérieur. Le stoïcisme enseigne quelque chose de simple mais de puissant. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui ne le font pas. Ta tâche n'est pas de forcer le monde à s'adapter, mais de t'adapter pour répondre avec clarté. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te critiquer, mais tu peux décider de ne pas le prendre pour une vérité. Tu ne peux pas effacer le passé, mais tu peux agir avec fermeté dans le présent. Tu ne peux pas contrôler l'économie, le climat ou les décisions des autres, mais tu peux ajuster ton attitude, ta discipline, ta réaction. C'est déjà plus que suffisant. Et si tu te concentres vraiment sur cela, le reste perd beaucoup de son pouvoir. La force mentale se dilue lorsque tu vis en attendant que tout soit en ta faveur pour agir. Si tu n'es fort que lorsque tout est calme, alors tu n'es pas fort, tu es simplement à l'aise. Le véritable pouvoir apparaît lorsque, même avec du bruit à l'extérieur, tu as de l'ordre à l'intérieur. Non pas parce que tu as le contrôle total, mais parce que tu sais où tu l'as et tu y mets toute ta force. Chaque jour, tu peux choisir entre réagir ou agir, entre gaspiller de l'énergie sur ce qui te dérange ou l'utiliser pour ce qui te construit, entre perdre du temps à souhaiter que les choses soient différentes ou te lever et faire ce qu'il faut. C'est la bataille quotidienne, et elle se gagne avec concentration, pas avec des plaintes. Dirige ton attention comme celui qui aiguise un outil. Arrête de donner ton énergie à ce qui est inutile. Arrête d'alimenter des scénarios que tu ne peux pas contrôler. Reviens à toi. Mets de l'ordre dans ton esprit, aligne tes actions, concentre-toi uniquement sur ce qui dépend de toi. Le reste ne mérite pas ton épuisement, il mérite ton indifférence. Parce que celui qui maîtrise son énergie maîtrise sa vie, et celui qui maîtrise sa vie n'a plus besoin de contrôler le monde. 4. Transforme chaque obstacle en carburant. Chaque incendie a deux options. Consommer ou forger. Entre des mains faibles, il détruit. Entre des mains disciplinées, il façonne le caractère. Il en va de même pour les difficultés. Elles ne viennent pas pour t'arrêter. Elles viennent pour te révéler qui tu es quand tu ne peux plus feindre la force. Et c'est précisément à ce moment-là, quand ça fait mal, quand ça brûle, que tu décides si tu vas te briser ou transformer ce feu en élan. Au lieu de réagir par des plaintes, comme tant d'autres le font, tu dois t'arrêter et observer. Ce qui semble maintenant être un blocage, peut-être est-ce un entraînement. Ce que tu ressens aujourd'hui comme une punition, peut-être est-ce une direction. Car chaque coup, bien qu'il semble injuste, contient en lui une instruction. Mais tout le monde ne la voit pas. Seuls ceux qui décident de regarder depuis un autre angle, depuis un autre niveau de conscience. L'erreur commune est de supposer que la vie est conçue pour le confort, que le succès arrive sans trébucher, que le chemin doit être lisse, mais sans tension, il n'y a pas de croissance. Sans pression, il n'y a pas de force. Prétendre avancer sans difficulté est comme vouloir apprendre sans faire d'erreur. La réalité fait mal, dérange, défie. La réalité façonne.
Marc Aurèle a écrit que l'obstacle à l'action stimule l'action. Ce qui obstrue le chemin devient le chemin. Ce n'était pas de la poésie, c'était un avertissement. Chaque fois que tu fais face à une barrière, tu as deux chemins. Perdre de l'énergie à te plaindre ou canaliser cette énergie pour monter le niveau. Un esprit entraîné ne nie pas la difficulté, il l'adapte, il la transforme. Il n'y a pas de croissance sans friction. Tout ce qui t'a un jour renforcé t'a d'abord désorganisé. Chaque situation qui t'a fait mal a laissé une porte ouverte. Peut-être ne l'as-tu pas remarqué parce que tu étais concentré sur le dommage. Mais cette porte est toujours là, attendant que tu utilises l'expérience comme un élan. La clé est de ne pas gaspiller les moments difficiles. S'ils font mal, qu'ils en valent la peine. S'ils pèsent, qu'ils construisent. Arrête de voir les obstacles comme des freins. Commence à les voir comme des matériaux de construction. Là où tu as perdu quelque chose, tu peux gagner en vision. Là où une porte t'a été fermée, tu peux apprendre à en ouvrir d'autres. Tout ce qui te pousse hors de ta zone de confort te rend service, même si cela ne semble pas être le cas. Chaque défi est une énergie brute. Tu peux la laisser se dissoudre en frustration ou tu peux la diriger comme une force vers l'avant. Et ce choix ne dépend pas de la chance, il dépend de ton entraînement mental. Ne te mets pas à lutter contre le mur, utilise-le pour monter plus haut. C'est ce que font ceux qui ne se brisent pas, c'est ce que font ceux qui se forgent. 5. Maîtrise tes émotions avant qu'elles ne décident pour toi. Une tempête en mer ne coule pas un bateau par la force du vent, mais par l'eau qui réussit à entrer. Les émotions fonctionnent de la même manière. Elles ne sont pas le problème en soi, mais plutôt ce que tu permets qu'elles fassent en toi. Si tu ne prends pas le contrôle, elles s'infiltrent, inondent, déforment. Et quand tu ne décides plus clairement, elles décident pour toi. Tu cries quand tu devrais te taire, tu fuis quand tu devrais résister, tu attaques quand il suffisait de respirer. La plupart des gens réagissent avant de penser. Ils se justifient en disant que c'est comme ça qu'ils sont, qu'ils ne peuvent pas l'éviter, que le moment les a dépassés. Mais la vérité est plus dure. Ce qui te domine est ce que tu n'as pas entraîné. Et si tes émotions t'emportent facilement, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu n'as pas pris le contrôle de ton monde intérieur. Le stoïcien ne supprime pas ce qu'il ressent, il l'observe. Il ne se laisse pas emporter par l'impulsion, il l'interroge. Il n'explose pas, il répond. Il est facile d'être rationnel quand rien ne te dérange. Le véritable entraînement a lieu lorsque tu es face au conflit, face au rejet, face à l'incertitude. Là où le sang se réchauffe et l'esprit s'obscurcit, c'est là que ta discipline émotionnelle est mise à l'épreuve. Car avoir des émotions est naturel, mais agir à partir d'elles sans filtre, c'est renoncer à la maîtrise de soi. Et sans maîtrise, tu deviens l'outil de tes impulsions. Ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse ou de la frustration ne te rend pas inférieur. Mais permettre à ces émotions de conduire tes décisions, oui. Chaque fois que tu choisis à partir de la colère, tu cèdes du pouvoir. Chaque fois que tu décides à partir du désespoir, tu nourris le chaos. Chaque fois que tu parles sans te contrôler, tu laisses l'extérieur dicter ton comportement. C'est l'opposé de la force. C'est vivre à la merci de l'environnement. Te maîtriser n'est pas te réprimer, c'est reconnaître ce que tu ressens sans lui donner le gouvernail. C'est te dire à toi-même « cela m'affecte ». Mais cela ne va pas décider pour moi, parce que tu n'es pas l'émotion. Tu es celui qui l'observe, tu es celui qui décide comment agir après l'avoir ressenti. Et cela te donne un avantage. Un esprit qui peut se calmer au milieu du feu n'est plus l'esclave de rien. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ressens, mais tu peux décider de ce que tu fais avec ce que tu ressens. C'est le point de basculement. C'est là que commence la maturité émotionnelle. C'est là que se construit le caractère. Parce que celui qui gouverne son monde intérieur devient invincible à l'extérieur. Et il n'a pas besoin de le crier. On le remarque à sa façon d'être présent, dans son silence ferme, dans sa capacité à agir sans se perdre. Maîtriser tes émotions, c'est maîtriser ton destin. Tout le reste n'est que ruine déguisée en réaction. 6.
Vis en te rappelant que le temps est limité. Chaque seconde qui passe ne se récupère pas, il n'attend pas, il ne demande pas si tu es prêt. Et pourtant, beaucoup vivent comme si le temps était éternel, comme si chaque jour pouvait se répéter sans conséquence. La vérité est autre, tout se termine. Et le plus grave n'est pas de mourir, c'est de vivre comme si cela n'avait pas d'importance. Car celui qui oublie que le temps est fini, le gaspille sans culpabilité. Et quand il veut réagir, il est déjà trop tard. Il n'y a pas de ressource plus précieuse que le temps, mais c'est la première que l'on donne sans réfléchir. Tu le donnes à ceux qui ne le méritent pas. Tu le consacres à des distractions qui ne te construisent pas. Tu le perds dans des conversations vides, des routines automatiques, des excuses recyclées. Tu le donnes comme si tu avais une réserve secrète, mais tu ne l'as pas. Et cette inconscience est ce qui affaiblit ta vie. Non pas parce que tu vis peu, mais parce que tu vis sans objectif. Marc Aurèle se répétait chaque jour que cela pourrait être son dernier. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec intention. Car lorsque tu te rappelles que le temps ne t'appartient pas, tu cesses d'agir par inertie. Tu cesses de dire « demain ». Tu cesses de rester dans des lieux qui ne te nourrissent pas. Tu cesses de tolérer ce qui épuise. Et tu commences à agir avec urgence, avec vérité, avec direction. Tu n'as pas besoin d'accélérer ta vie, tu as besoin de la réveiller. Chaque jour sans but est un jour volé. Chaque décision reportée est une porte fermée. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu ne le feras probablement pas non plus plus tard. L'attente prolongée affaiblit la volonté. L'action précoce renforce le caractère. Il ne s'agit pas de courir sans but, il s'agit de vivre avec intention. De te demander chaque soir si tu as vraiment utilisé ta journée ou si tu as simplement survécu. Penser à la mort n'est pas se rendre, c'est se réveiller à la vie. C'est accepter que tu n'as pas le temps pour tout, mais tu as le temps pour ce qui compte. Et si tu ne priorises pas, d'autres le feront pour toi. D'autres occuperont ton agenda, ton esprit, ton énergie. C'est pourquoi tu as besoin de prendre le contrôle avant qu'il ne soit trop tard. Vivre en sachant que tu es de passage n'est pas tragique. C'est libérateur. Profiter du temps, ce n'est pas remplir ta journée de tâches. C'est la remplir de sens. C'est laisser une trace dans les petites choses. C'est agir avec clarté, pas avec précipitation. C'est construire ta paix, ta force, ton héritage. Parce que personne ne sait combien de temps il lui reste. Mais tout le monde sait ce qu'il fait avec le jour d'aujourd'hui. Et cela suffit pour changer de cap. Celui qui honore son temps honore sa vie. Le reste est oubli déguisé en routine. 7. Entraîne-toi dans l'inconfort pour être invincible dans la tempête. Les racines ne se renforcent pas quand tout est calme. Elles s'approfondissent lorsque le terrain est dur, lorsque le climat est adverse, lorsque la vie n'offre aucune garantie. C'est ainsi que le caractère se développe, non pas pendant les jours faciles, mais pendant les moments où tout est difficile. L'inconfort n'est pas un ennemi, c'est une salle de sport. C'est dans cet espace, entre ce qui fait mal et ce que tu choisis de supporter, que ta véritable force se définit. Beaucoup demandent plus de contrôle, plus de paix, plus de succès, mais ne sont pas prêts à s'accommoder pour quoi que ce soit. Ils fuient le silence, évitent la pression, détestent l'effort soutenu. Ils cherchent des résultats immédiats et se désespèrent si quelque chose les dérange. Mais personne ne devient fort dans la facilité. Personne ne se trempe sans friction. Si tu veux traverser les tempêtes sans te briser, tu dois d'abord t'entraîner sous la pluie. Et cet entraînement n'arrive pas par accident. C'est une décision. Les stoïciens savaient que le confort n'entraîne pas. Sénèque s'exposait volontairement à la difficulté pour se rappeler qu'il pouvait vivre sans luxe. Il ne le faisait pas par goût pour la souffrance, mais par préparation. Il savait que celui qui ne s'adapte qu'au confort se brise face à l'inattendu. C'est pourquoi, si tu choisis de t'entraîner dans l'inconfort maintenant, lorsque la vraie tempête arrivera, tu ne seras pas un novice, tu seras résistant. S'entraîner dans l'inconfort ne signifie pas vivre dans la souffrance.
Cela signifie pratiquer ce qui est difficile avant que la vie ne t'oblige à le faire. Cela signifie se réveiller tôt lorsque le corps veut rester au lit. Cela signifie dire non lorsque l'on te pousse à suivre le courant. Cela signifie rester silencieux lorsque l'ego veut crier. Cette discipline quotidienne façonne quelque chose que tout le monde n'a pas, la stabilité au milieu du chaos. Quand tout brûle, celui qui s'est entraîné dans l'inconfort ne réagit pas avec panique. Il répond avec calme. Parce qu'il a déjà été là, dans des situations où ça faisait mal, où le corps demandait à abandonner, mais l'esprit a décidé de continuer. Cela ne s'improvise pas. Cela se construit à travers des choix petits et constants. On le gagne dans les jours ordinaires, pas dans les urgences. Personne ne veut de la douleur, mais celui qui la supporte intentionnellement trouve en elle un outil. Il la transforme en concentration, en clarté, en pouvoir. L'inconfort t'oblige à regarder ce que tu as besoin d'entraîner. Il révèle tes limites, et si tu les affrontes au lieu de les éviter, tu cesses d'être faible à l'intérieur. Tu deviens résistant, et le meilleur sans avoir besoin de le montrer. Quand la tempête arrivera, qu'elle te trouve préparé, qu'elle te trouve éveillé, qu'elle te trouve fort, non pas par chance, mais parce que tu as décidé de t'entraîner là où les autres se cachent. C'est ça la véritable invincibilité, celle qui ne se voit pas, jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire. 8. Redéfinis la richesse comme ayant besoin de moins. Un sac à dos léger te permet d'avancer plus vite, mais beaucoup portent un poids si lourd qu'ils confondent valeur et excès. Ils pensent que plus ils ont, plus ils seront en sécurité. Plus ils accumulent, plus ils seront réussis. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que plus ils ont besoin, plus ils deviennent fragiles. La vraie richesse n'est pas d'avoir beaucoup, mais de dépendre de peu. Et cette liberté intérieure vaut plus que n'importe quel compte en banque. Le problème n'est pas de profiter du matériel, c'est de le transformer en condition pour se sentir bien. C'est de dépendre du nouveau téléphone pour être heureux. C'est de croire que sans certaines marques, expériences ou commodités, tu ne peux pas être en paix. C'est là que commence le piège. Parce qu'une chose est d'avoir et une autre très différente est de nécessité. La première est externe. La seconde te lie de l'intérieur. Et tout ce qui te lie te retire du pouvoir. Le stoïcisme ne méprisait pas le matériel, mais il te mettait en garde pour que tu t'entraînes à ne pas être son esclave. Épictète disait que celui qui a besoin de peu est invincible. Parce que si on te prend quelque chose et que tu restes toi-même, alors rien ne peut vraiment te blesser. Mais si ton identité est construite sur ce que tu possèdes, tu es en danger. Parce que le monde change, les choses se cassent, les gens partent, et si tout cela tombe, qui es-tu en dessous de tout cela? Redéfinir la richesse est un acte de courage. Non pas parce que tu te forces à vivre avec le minimum, mais parce que tu oses regarder en face ta dépendance. Tu peux avoir des choses et en profiter sans être dominé par elles. Tu peux atteindre des objectifs sans qu'ils te définissent. Tu peux aspirer à plus sans que ce plus ne détermine ta valeur. Parce que ta vraie valeur n'est pas dans ce que tu portes, mais dans la façon dont tu marches quand on te retire le poids. Avoir besoin de moins n'est pas renoncer. C'est choisir en conscience. C'est te rendre compte que si tu peux être en paix avec toi-même sans artifice, alors tu as gagné. Parce que tout ce qui vient après est un extra, pas une béquille. Et si le monde devient instable, tu restes ferme, parce que ta stabilité ne dépend pas d'un objet, d'une relation ou d'une circonstance. Celui qui a besoin de moins est plus libre, plus difficile à manipuler, plus fort quand la pénurie arrive, plus concentré quand tout le monde se distrait. C'est la richesse qui ne se voit pas, mais se ressent. Et c'est celle que personne ne peut te prendre. Si tu décides de la construire, tu vas te rendre compte de quelque chose d'important. Tu avais plus que ce que tu pensais. Seulement tu regardais à l'extérieur. Et ce qui est précieux a toujours été à l'intérieur. 9. Choisis des relations qui élèvent ton caractère, pas ta commodité. Une plante peut avoir du soleil, de l'eau et un sol fertile, mais si tu l'entoures de mauvaises herbes qui lui volent son oxygène, elle ne grandira pas forte.
Il en va de même pour toi. Peu importe combien tu te bats, si tu t'entoures de personnes qui éteignent ton feu, qui affaiblissent ton focus, qui te poussent vers le superficiel. Les relations ne sont pas seulement une compagnie, elles sont un environnement. Et si cet environnement n'élève pas ton caractère, il finit par t'entraîner sans que tu t'en rendes compte. L'erreur la plus courante est de s'attacher par habitude, par peur d'être seul, par commodité ou par besoin émotionnel. Mais ce qui est confortable n'est pas toujours ce qui est juste. Les relations qui renforcent vraiment ne sont pas celles qui te disent ce que tu veux entendre, mais celles qui exigent que tu grandisses. Ce sont celles qui confrontent ta faiblesse sans te blesser. Ce sont celles qui te rappellent qui tu peux être, pas celles qui te maintiennent dans qui tu as déjà été. Le stoïcien choisissait ses liens comme celui qui aiguise une épée, avec intention, avec clarté, avec fermeté. Il ne s'agissait pas d'avoir beaucoup de gens autour de soi, mais d'avoir près de soi ceux qui nourrissaient la vertu. Parce que si tu passes trop de temps avec la médiocrité, tu finis par la normaliser. Si tu t'entoures de gens sans direction, tes pas perdent leur sens. Et si tu maintiens des liens avec ceux qui ne se respectent pas eux-mêmes, peu à peu, ce reflet devient le tien. Choisir des relations avec discernement n'est pas de l'arrogance, c'est de la protection. C'est comprendre que tu ne peux pas permettre à n'importe qui d'avoir accès à ton esprit, à ton énergie, à ton intimité. C'est savoir que chaque conversation a un impact, chaque influence façonne, chaque proximité a un coût ou un gain. Et c'est toi qui décides lequel ce sera. Tu n'as pas besoin de liens parfaits, tu as besoin de liens réels. Des gens qui ne te sucrent pas les erreurs, mais qui ne se nourrissent pas non plus de tes chutes. Des gens qui célèbrent tes progrès sans envie, qui t'écoutent sans utiliser ce que tu dis contre toi, qui te défient sans te détruire. Ces relations ne sont pas nombreuses. Elles sont peu nombreuses, solides et précieuses. Et elles se construisent avec patience, avec des limites claires et avec une vision partagée de l'évolution. S'éloigner de ceux qui ne cherchent que la commodité peut faire mal au début, mais rester là te coûte des années de développement, de clarté et d'énergie. Tout le monde n'est pas fait pour t'accompagner dans ta transformation. Certains sont là juste pour t'apprendre à poser des limites, d'autres pour te montrer le type de personne que tu ne devrais jamais permettre à nouveau près de toi. Celui qui protège ses liens protège son esprit. Parce que les conversations que tu répètes, les conseils que tu écoutes et les énergies avec lesquelles tu cohabites finissent par façonner ton comportement, même sans que tu t'en rendes compte. Et si tu veux vraiment grandir, alors ton cercle doit aussi grandir avec toi. Sinon, ce n'est pas un cercle, c'est une chaîne. Et tu n'es pas né pour vivre attaché. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent même quand tu n'es pas à ton meilleur. De ceux qui te disent la vérité même si ça fait mal, mais qui le font avec respect. De ceux qui t'inspirent sans avoir besoin d'imposer. Parce qu'une bonne relation n'est pas celle qui te divertit, c'est celle qui te pousse. Et quand ton environnement est aligné avec ta croissance, avancer cesse d'être une lutte solitaire et devient une marche ferme vers ta meilleure version. 10. Vis chaque jour avec l'intensité du premier et l'urgence du dernier. Un feu qui commence brûle avec force. Un feu qui s'éteint lance aussi sa dernière étincelle avec fureur. Aux deux extrémités, il y a de la vie pure, de l'énergie totale, un don sans calcul. Mais au milieu, où la routine prend le contrôle de l'esprit, beaucoup se refroidissent, s'éteignent, oublient de vivre. Ils commencent des projets avec enthousiasme et les abandonnent avec indifférence. Ils se réveillent sans envie, se déplacent sans intention, répètent les jours comme s'ils avaient une éternité garantie. Et ils ne l'ont pas. La plupart survivent à leur semaine comme si la vie était en pause. Comme si ce moment meilleur pour commencer à prendre soin de soi, pour parler clairement, pour changer ce qui pèse, allait arriver. Mais ce moment n'arrive pas. Parce que personne ne le provoque, parce que tout est reporté. Et l'urgent, qui est de vivre avec présence et décision, est enterré sous le trivial. Les stoïciens comprenaient que la vie ne se mesure pas en années, mais en comment tu utilises tes jours.
Marc Aurèle avertissait que chaque matin devait être vécu comme si c'était le dernier. Non pas comme une tragédie, mais comme une opportunité qui ne peut être gaspillée. Si c'était ton premier jour, tu regarderais tout avec faim, avec émerveillement, avec force. Si c'était le dernier, tu le ferais avec dévouement, sans peur du jugement, sans retenue. Alors pourquoi vis-tu comme si cela n'avait pas d'importance? Tu es ici aujourd'hui, pas hier, pas demain. Et tout ce que tu as vraiment, c'est ce moment. Peu importe ce que tu as fait ou ce qu'il te reste à faire. Ce qui compte, c'est comment tu décides d'agir aujourd'hui. Parce que chaque jour qui passe sans intention est un jour qui ne revient pas. Et quand tu regarderas en arrière, tu ne te souviendras pas des jours faciles. Tu te souviendras des jours que tu as vécus de tout ton cœur. N'attends pas d'avoir une crise pour valoriser ton temps. Tu n'as pas besoin d'une perte pour te réveiller. Tu sais déjà ce qui se passe quand tu vis sans direction. Tu sais déjà combien il est douloureux de reporter ce qui est important. Alors, fais-le différemment. Vise avec intensité, mais pas avec anxiété. Vise avec urgence, mais pas avec désespoir. Vise en sachant que cet instant peut être le premier d'une nouvelle étape ou le dernier que tu as. Si tu comprenais vraiment qu'il ne se répète pas, tu l'embrasserais avec plus de force. Tu te déplacerais avec plus de détermination. Tu lâcherais ce qui n'ajoute pas. Tu pardonnerais sans fierté. Tu dirais ce que tu ressens sans filtre. Et tu agirais à partir de qui tu es, pas de qui le monde attend. C'est l'intensité de ceux qui se réveillent. C'est l'urgence de ceux qui ne veulent plus reporter l'essentiel. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, la motivation est comme une allumette allumée au milieu du vent. Elle brille un instant, chauffe à peine, puis disparaît en laissant place à l'obscurité. La discipline, en revanche, est le feu qui ne dépend pas du hasard. C'est le brasier qui se nourrit chaque jour de petits actes fermes jusqu'à devenir une lumière qui ne s'éteint pas. Beaucoup attendent de se sentir inspirés pour commencer, mais cette attente est un piège. Si tu bases ta vie sur la motivation, tu finiras par être l'esclave de tes émotions changeantes, avançant seulement quand l'humeur t'accompagne et reculant quand la paresse ou la fatigue te domine. La discipline stoïcienne n'est pas une punition, c'est un engagement envers soi-même. C'est choisir de marcher même lorsque l'esprit demande du repos, c'est rester ferme quand tout autour semble te pousser à abandonner. Marc Aurèle l'a compris lorsqu'il a écrit que la véritable grandeur de l'homme réside dans la maîtrise de soi et non dans le fait de se laisser emporter par les impulsions. La discipline ne te donne pas une sensation immédiate d'euphorie, mais elle te donne quelque chose de beaucoup plus précieux, la cohérence, le caractère et la direction. Pense à ta vie comme à une construction. La motivation est comme peindre les murs d'un bâtiment sans fondation. Au moindre tremblement, il s'effondre. La discipline, en revanche, est le béton invisible qui soutient chaque étage, chaque détail, chaque réalisation. Elle est silencieuse, souvent ingrate, mais absolument indispensable. Et le plus important, elle est à la portée de tous. Tu n'as pas besoin de chance, tu n'as pas besoin d'humeur. Ce dont tu as besoin, c'est de décision. Cette vidéo ne cherche pas à te convaincre que la discipline est quelque chose de facile. Au contraire, elle te montrera que l'inconfort est inévitable, qu'il y aura des jours où tu ne voudras pas te lever, que tes émotions essaieront de te dominer et que ton esprit cherchera des excuses. Mais elle te révélera aussi que derrière chaque résistance que tu surmontes, il y a une victoire silencieuse qui te transforme. Ici, tu comprendras comment la discipline devient un acte d'amour-propre, un respect envers ton destin et l'outil le plus puissant pour changer l'histoire que tu es en train d'écrire. Si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras 8 leçons pratiques inspirées du stoïcisme que tu pourras non seulement appliquer dans ta vie quotidienne, mais qui seront le pont entre la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu souhaites devenir.
1. L'inconfort est le début du changement. Le fer ne devient jamais une épée s'il ne traverse pas le feu. Cet inconfort brûlant, cette chaleur insupportable qui le déforme et le force à céder, c'est ce qui lui donne forme et le transforme en une arme résistante. Il en va de même pour les personnes. L'inconfort n'est pas un obstacle, c'est l'atelier où ton caractère est forgé. Beaucoup fuient parce que l'idée de se sentir exposé, de sortir de la routine ou de faire face à ce qui fait mal, les met mal à l'aise. Mais si tu y réfléchis froidement, à quel moment de ta vie as-tu le plus grandi? Ce n'était pas pendant les jours confortables, c'était pendant ceux où l'inconfort t'a poussé à bouger, à décider, à te surpasser. Le stoïcisme enseigne que la douleur, l'effort et les épreuves ne sont pas des ennemis, mais des maîtres. Épictète disait que la difficulté montre à l'homme ce qu'il est vraiment. Cette phrase n'est pas de la poésie, c'est une sentence brutalement vraie. Lorsque tu fais face à l'inconfort, ta véritable essence apparaît. Si tu évites ce qui est inconfortable, tu finis par vivre dans une prison invisible, faite de conformisme. Mais si tu apprends à le supporter, voire à le rechercher consciemment, ton esprit et ton corps s'adaptent. Ce qui semblait insupportable hier devient demain une partie naturelle de ton chemin. Pense à quelque chose d'aussi simple que de se lever tôt. Il n'est pas agréable de quitter le lit chaud pour affronter le froid du matin, mais cet inconfort initial ouvre l'espace pour l'entraînement, la lecture, la planification de ta journée. Cette petite bataille contre le confort est le début d'une chaîne de victoires. Chaque inconfort surmonté est une brique posée dans l'édifice de ta discipline. Et chaque fois que tu décides de l'affronter au lieu de l'éviter, tu renforces ta volonté. Le problème est que nous vivons dans une culture qui glorifie le confort. Tout est conçu pour éviter l'effort, fast-food, divertissement immédiat, raccourci pour tout. Cette recherche désespérée pour éviter l'inconfort a créé des générations incapables de tenir quand les choses deviennent difficiles. Et c'est là que la discipline stoïcienne fait la différence. Le stoïcien ne cherche pas la facilité, il cherche ce qui est juste. Il ne fuit pas l'effort, il l'accepte comme faisant partie de son destin. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que la vie de l'homme vertueux est dure, mais profondément satisfaisante. Il comprenait que les épreuves de la vie sont inévitables, mais il savait aussi que chaque inconfort affronté le rapprochait davantage de sa véritable force. La discipline est en essence un choix conscient de supporter ce qui est inconfortable, parce que tu sais que de l'autre côté se trouve ta croissance. L'inconfort est l'alarme qui réveille ce qui dormait en toi. C'est le rappel que tu es vivant et que tu as encore de la place pour grandir. La douleur dans le muscle après l'entraînement te dit que tu gagnes en force. L'inconfort de dire non à ce qui ne te convient pas te rappelle que tu es maintenant maître de tes décisions. L'inconfort de faire face à une vérité dure révèle que tu arrêtes de vivre dans l'illusion. C'est pourquoi, si tu veux transformer ta vie, arrête d'éviter l'inconfort et commence à le voir comme le début du changement. Fais-en ton allié, pas ton ennemi. Chaque fois qu'elle apparaît, ne fuis pas. Observe-la, accepte-la et traverse son feu. Parce que tout comme le fer ne devient pas une épée sans la chaleur du four, tu ne te transformeras pas en la personne que tu veux être si tu n'embrasses pas l'inconfort qui façonne ton caractère et renforce ton esprit. C'est la première leçon de la discipline stoïcienne. 2. Tes émotions ne doivent pas gouverner ton destin. Un bateau au milieu d'une tempête qui se laisse emporter par chaque vague finit par faire naufrage. Peu importe la résistance de sa structure, s'il n'a pas de gouvernail ni de capitaine pour le diriger, la mer l'emporte sans pitié. Tes émotions sont cette mer, intense, changeante, parfois calme, parfois furieuse. Si tu leur donnes le contrôle absolu de ta vie, ton destin dépendra du hasard de chaque courant. La discipline stoïcienne t'enseigne que tu peux ressentir les vagues sans les laisser décider de ta direction. Il est naturel de se mettre en colère, de ressentir de la peur, de l'excitation ou de la tristesse. Nier les émotions serait nier la nature humaine. Mais ce qui distingue le sage de l'impulsif, c'est que le premier reconnaît ses émotions et les observe sans leur obéir aveuglément.
Sénèque disait que la colère est une folie passagère. Et il avait raison. Une décision prise sous l'emprise de la colère, de la peur ou de l'euphorie peut détruire en quelques secondes ce que tu as construit en années. Il ne s'agit pas d'éliminer ce que tu ressens, mais de le gouverner pour qu'il ne gouverne pas ta vie. Pense à toutes les fois où tu as dit des mots que tu as regrettés par la suite, ou à ces décisions impulsives qui semblaient urgentes et nécessaires, mais qui plus tard t'ont fait porter de lourdes conséquences. C'est ce qui se passe quand le capitaine abandonne le gouvernail et laisse la mer décider. La discipline stoïcienne exige que tu t'arrêtes un instant, que tu respires, que tu mettes de la distance entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Cette pause, si simple et si difficile à la fois, est ce qui différencie la réaction de l'action consciente. Ne confonds pas ressentir avec agir. Tu peux être blessé et pourtant choisir de répondre calmement. Tu peux ressentir de la peur et faire le pas en avant. Tu peux être fatigué et pourtant tenir les promesses que tu t'es faites. La discipline ne supprime pas l'émotion, elle la met à sa place. Marc Aurèle le rappelait dans ses méditations, « Ton esprit sera de la forme que tu décides ». Une phrase qui révèle que le dernier mot est toujours le tien, même si la tempête intérieure semble indomptable. La vie quotidienne est pleine de tests en ce sens. Quelqu'un t'insulte et ta première réaction est de riposter. Mais c'est là que l'entraînement stoïcien intervient. Tu choisis de ne pas être gouverné par le feu momentané de la colère. Tu es fatigué et ton corps demande à abandonner, mais tu te souviens que céder à l'envie du moment t'éloigne de tes objectifs. Tu as peur de l'échec, mais tu choisis d'avancer parce que ton but est plus grand que cette peur. Chacune de ces décisions est une victoire silencieuse sur le pouvoir des émotions. La discipline fonctionne comme le gouvernail solide du bateau. Elle ne peut pas empêcher la mer de se déchaîner, mais elle peut te maintenir sur le bon cap. C'est la différence entre vivre esclave de tes impulsions ou être maître de ton destin. Les stoïciens savaient que le véritable pouvoir n'est pas de contrôler ce que tu ressens, mais de décider comment agir face à ce que tu ressens. Et c'est un entraînement quotidien, une habitude qui se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas réagir automatiquement. Tes émotions font partie de toi, mais elles ne sont pas ton destin. Si tu les transformes en conseillères et non en gouvernantes, tu apprendras à les écouter sans leur obéir. La colère peut te montrer une limite qui a été franchie, la peur peut te rappeler que tu entres en territoire inconnu, la tristesse peut te signaler quelque chose que tu apprécies, mais c'est toi seul qui décide quoi faire de cette information. La discipline stoïcienne ne cherche pas à éteindre ton feu intérieur, elle cherche à t'apprendre à l'allumer quand tu en as besoin et à le contenir quand il menace de te détruire. Au final, ce qui définit ton chemin n'est pas ce que tu ressens, mais ce que tu fais malgré ce que tu ressens. 3. La discipline est ton seul territoire inviolable. Imagine un château construit au sommet d'une montagne. Il peut être attaqué de tous les côtés, il peut subir des tempêtes, des vents et des sièges, mais tant qu'il conserve son noyau intact, il restera debout. C'est ainsi que fonctionne ta vie. L'extérieur peut toujours chanceler, l'intérieur est la seule chose qui ne peut pas être prise de force. Cette forteresse s'appelle la discipline, et c'est le seul terrain sacré que personne ne peut envahir si tu ne lui ouvres pas les portes. Le monde peut te prendre des richesses, des relations, des statuts ou même ta santé, mais il n'aura jamais accès à ta volonté d'agir avec fermeté. C'est ce qu'ont compris les stoïciens. Épictète, né esclave, a vécu sous des chaînes, sans liberté extérieure, et pourtant il enseignait que l'esprit était un espace inaccessible aux autres. C'est là que résidait sa liberté, et c'est là qu'il maintenait sa dignité. Voilà la leçon. La discipline ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de ta décision quotidienne de ne pas abandonner le commandement de ton propre caractère. Quand tout autour de toi s'effondre, la seule chose qui reste est la capacité de rester debout. Ce terrain invisible, gouverné par ta discipline, devient un refuge et un terrain d'entraînement. C'est là que tu testes ta résistance, et c'est là que tu décides de te lever au lieu de rester enfoncé. Cette souveraineté intérieure est ce qui définit ton véritable pouvoir.
Marc Aurèle, empereur de Rome, savait qu'il pouvait gouverner de vastes territoires et pourtant se perdre s'il ne maîtrisait pas son intérieur. Pour lui, l'extérieur était incertain, mais sa discipline était la pierre solide sur laquelle il appuyait chaque pas. Il en va de même pour toi. Tu ne contrôles pas les fluctuations de l'économie, ni les décisions des autres, ni le hasard de la vie, mais tu contrôles la constance avec laquelle tu respectes tes propres principes. Cet espace, si tu le défends, reste inviolable. L'erreur commune est de croire que la sécurité se trouve dans ce que tu possèdes. L'argent, le prestige ou l'approbation sociale sont des murs fragiles, ils tombent au premier assaut. Quand ils disparaissent, ce qui te soutient vraiment est révélé, ta discipline. Si tout est construit sur l'extérieur, ta vie est fragile comme du verre. Si elle est construite sur la constance intérieure, elle devient un rocher. La discipline est cette limite invisible qui marque jusqu'où va ta volonté. C'est quand tu choisis de tenir tes promesses, même si personne ne te regarde. C'est s'entraîner, lire, travailler ou résister, même si la reconnaissance n'arrive pas. Cette constance silencieuse est ce qui maintient ton royaume personnel en place. Chaque fois que tu cèdes aux distractions, tu cèdes du terrain. Chaque fois que tu dis non et que tu restes fidèle, tu élèves des murs plus hauts. Nous vivons entourés de tentatives d'envahir ce territoire, des distractions qui consomment ton temps, des passions momentanées qui cherchent à gouverner ton énergie, des opinions externes qui tentent de dicter ta direction. Chaque fois que tu permets que cela te contrôle, tu renonces à ton propre pouvoir. Mais quand tu décides de défendre ta discipline, quand tu choisis de rester ferme, tu récupères ta souveraineté. Sénèque l'a bien dit, personne n'est libre s'il est esclave de ses passions. La liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux, mais à être capable de rester maître de toi-même. La discipline est cette liberté. Personne ne peut la conquérir parce qu'elle n'appartient à personne d'autre. Et si tu la protèges comme ton trésor le plus précieux, rien ni personne ne pourra te briser. Tout peut échouer, tout peut s'effondrer, sauf ce territoire intérieur. Prends-en soin, renforce-le, et souviens-toi qu'il abrite ta force la plus authentique. Tant que la discipline reste debout, ta vie ne sera jamais perdue. 4. Tes décisions quotidiennes construisent ton identité. Une brique isolée ne dit pas grand-chose, elle occupe à peine de l'espace. Mais quand elle est placée à côté d'une autre, puis d'une autre encore, elle commence à élever un mur qui, avec le temps, devient une maison. C'est ainsi que fonctionne ta vie. Chaque décision que tu prends est une brique placée dans l'édifice de ton identité. Il peut sembler qu'un petit geste ne change rien, mais lorsqu'il est répété encore et encore, il finit par définir qui tu es et où tu vas. La discipline stoïcienne enseigne qu'il ne s'agit pas de grands actes occasionnels, mais de petits choix répétés avec constance. Marc Aurèle ne s'est pas transformé en un empereur sage par un seul geste mémorable, mais par la somme de milliers de décisions prises avec fermeté tout au long de sa vie. Tu n'es pas non plus l'exception. Chaque jour, tu choisis si tu places une brique qui renforce ton caractère ou si tu en poses une fragile qui tôt ou tard fera s'effondrer ta structure. Le problème est que nous pensons souvent que ce que nous faisons au quotidien n'a pas d'importance. Nous pensons que manquer un engagement, arrêter de s'entraîner un jour ou reporter une tâche ne change rien. Mais c'est là que se trouve le piège. Chaque choix, aussi minime soit-il, envoie un message à ton esprit sur qui tu es. Lorsque tu cèdes à la négligence, tu nourris l'identité de celui qui abandonne. Lorsque tu tiens tes engagements, même les plus petits, tu renforces l'identité de celui qui tient parole. Tes habitudes quotidiennes sont des déclarations silencieuses de ton véritable caractère. Épictète l'expliquait clairement. Un athlète ne se forge pas avec un seul entraînement, mais avec la répétition disciplinée des exercices. Il en va de même pour l'esprit et l'âme. La décision de lire 10 pages chaque jour façonne le sage. La décision de contrôler sa réaction face à une provocation façonne l'être ferme. La décision de dire non à la distraction façonne le maître de soi. Tu n'as pas besoin d'actes grandioses, tu as besoin d'actes constants.
Tes décisions sont des graines. Certaines peuvent sembler petites et sans valeur, mais avec le temps, elles grandissent et révèlent leur véritable poids. La discipline consiste à semer consciemment, en choisissant de cultiver ce qui te renforce plutôt que ce qui t'affaiblit. Lorsque chaque jour tu choisis avec clarté, ton identité fleurit en fonction de ces graines. Et de semis en semis, de geste en geste, tu finis par devenir ce que tu répètes. La vie quotidienne est le terrain d'entraînement le plus exigeant. Elle ne se mesure pas en discours ni en promesses, mais en actes simples. Te lever quand tu as dit que tu le ferais, respecter une routine même si tu n'en as pas envie, traiter les autres avec respect même quand tu es fatigué. Ces détails invisibles construisent l'armure de ton caractère. Au final, tu n'es pas ce que tu rêves d'être, tu es ce que tu choisis de faire tous les jours. Sénèque disait que la vie est faite d'actes, pas d'intentions. Combien d'hommes ont promis de changer et ne l'ont jamais fait parce qu'ils attendaient la motivation parfaite. Mais la discipline te rappelle que tu n'as pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Il suffit de décider dans le présent et de maintenir cette décision encore et encore. C'est la différence entre ceux qui parlent de changement et ceux qui deviennent le changement. Tes décisions quotidiennes sont la signature que tu laisses sur ton destin. Peu importe à quel point elles peuvent sembler petites, elles s'accumulent jusqu'à définir qui tu es en essence. Si tu choisis la constance, ton identité sera solide. Si tu choisis le confort, ton identité sera fragile. Le pouvoir est toujours dans le quotidien, dans ce moment où tu décides quelle brique poser. 5. Une habitude solide vaut plus que 1000 intentions. La rivière ne creuse pas de canyon dans la roche par la force d'une seule vague, mais par la constance de son courant. Jour après jour, goutte après goutte, l'eau triomphe sur la pierre. C'est ainsi que fonctionnent les habitudes. Elles n'impactent pas par la force immédiate, mais par la répétition silencieuse qui transforme l'impossible en inévitable. Les intentions peuvent sembler grandioses, émouvoir sur le moment. Mais si elles ne se transforment pas en pratique, elles se dissolvent comme une étincelle dans l'obscurité. La plupart confondent le désir avec le résultat. On promet de commencer demain, on s'enthousiasme pour de nouveaux objectifs, on écrit des plans pleins de bonnes idées. Mais le temps révèle la même chose. Sans discipline, il n'y a pas de transformation. L'habitude est le muscle qui soutient le but, et plus elle devient ferme, plus elle résiste à toute distraction. L'intention est comme une graine jetée au vent. L'habitude, en revanche, est plantée, soignée et transformée en arbre. La discipline stoïcienne ne tourne pas autour de promesses vides, mais d'actions quotidiennes. Épictète n'instruisait pas ses disciples à imaginer des changements, il exigeait qu'ils s'entraînent par de petites décisions constantes. Marc Aurèle écrivait ses méditations non pour se montrer, mais pour se rappeler son propre devoir, maintenir des routines qui lui rappelaient qui il était. Une habitude solide n'a pas besoin de témoins, elle a besoin d'intégrité. Chaque répétition façonne le caractère. Lire quelques pages, méditer quelques minutes ou résister à la paresse peuvent sembler des actes minimes, mais ils construisent une force intérieure qui ne dépend pas de l'humeur. En respectant ce que vous vous êtes promis, vous nourrissez l'image interne de quelqu'un de fiable. Cette perception intime, silencieuse, vaut plus que toute validation externe. Les intentions, en revanche, sont fragiles. Elles produisent une sensation passagère d'engagement, mais ne résistent pas au premier obstacle. Des phrases comme « quand j'aurai le temps » ou « je commence demain » ne font que masquer le manque de décision. Un peu de fatigue ou une excuse suffit pour abandonner ce qui semblait important. C'est ainsi que s'effondre ce qui n'est jamais devenu une habitude. Sénèque avertissait que la vertu n'est pas atteinte par de nobles pensées, mais par un entraînement quotidien. La pratique constante transforme les valeurs en réflexes. La discipline est celle qui pousse à agir même quand on n'en a pas envie, qui rappelle que le changement ne naît pas de l'enthousiasme, mais de la constance. Lorsque l'habitude est enracinée, la lutte interne diminue. On ne se demande plus si l'on doit respecter, on le fait simplement. C'est là que commence la véritable liberté, lorsque bien agir ne dépend pas de l'impulsion, mais d'une structure intérieure qui ne faillit pas.
Cela ne s'achète pas et ne se transmet pas. Cela se construit. Il ne suffit pas de vouloir changer. L'habitude est celle qui démontre si le changement est en cours ou s'il n'est qu'une idée de plus qui se dissipe. Peu importe la petitesse de l'action quotidienne, si elle est ferme et constante, elle finira par soutenir toute la vie. Tout ce qui a de la valeur commence comme une routine. Et lorsque cette routine est maintenue sans besoin d'applaudissements, alors on a gagné quelque chose que personne ne peut enlever, le caractère. 6. La routine est le sol de ta stabilité. Un bâtiment ne reste pas debout grâce au design de ses fenêtres ou à la couleur de ses murs. Il reste debout parce qu'il est construit sur un sol stable qui ne cède pas lorsqu'arrivent les tremblements. La routine est ce sol. Elle ne brille pas, elle ne se remarque pas, elle n'excite pas, mais elle soutient. Chaque pas que tu fais avec structure, chaque décision répétée avec ordre, c'est ce qui maintient ta vie en équilibre quand tout le reste chancelle. Le chaos apparaît quand on vit en improvisant. Quand la journée commence sans direction, n'importe quelle urgence externe peut te voler ton focus. Ce qui devait être un moment de travail se transforme en distraction. Ce qui semblait être un après-midi productif se dilue entre les excuses. Ce désordre ne vole pas seulement le temps, il vole aussi la clarté. La routine, en revanche, élimine cette incertitude. Elle crée un chemin clair, une base solide sur laquelle tu peux construire, penser, avancer. Marc Aurèle, malgré les responsabilités d'un empire, maintenait des pratiques quotidiennes qui l'ancraient à son centre. Ce n'était pas par caprice, c'était par nécessité. Il savait que sans structure mentale, les pressions externes l'entraîneraient. Cette conscience est ce qui manque aujourd'hui à ceux qui se moquent de la routine. Ils confondent liberté et désordre. Ils pensent que planifier, c'est perdre en spontanéité, sans se rendre compte que la véritable liberté apparaît quand le chaos ne domine pas. La routine ne t'enferme pas, elle te libère. Organiser tes horaires, tes habitudes, tes priorités n'est pas être rigide, c'est être conscient. Avoir clair quand tu te lèves, quand tu travailles, quand tu t'entraînes ou réfléchis, ne signifie pas perdre en flexibilité. Cela signifie gagner en contrôle. Parce que quand tu sais ce qui suit, tu ne perds pas d'énergie à décider à chaque instant. L'impulsion perd de la force et la volonté se renforce. Le stoïcisme ne cherche pas une vie excitante à chaque seconde. Il cherche une vie solide, dirigée, cohérente. Épictète parlait de transformer chaque jour en une occasion de pratique, pas de divertissement. Si ta vie tourne uniquement autour de ce que tu veux faire à l'instant, tu deviens esclave de tes émotions. Mais si elle est soutenue par des habitudes claires, alors même dans les jours de confusion ou de faiblesse, tu peux maintenir le pas. Il y a ceux qui pensent que la routine les rend ennuyeux, mais il suffit d'observer ceux qui ont réussi une vie solide, avec un but, pour voir que ce n'est pas le cas. Athlètes, artistes, leaders, philosophes, tous comprennent la même chose. Sans structure, il n'y a pas de progrès réel. Chaque heure gaspillée par le désordre est une heure qui ne revient pas. Et quand ce désordre se répète jour après jour, la conséquence est un vide difficile à combler. Établir une routine n'est pas contrôler chaque seconde comme si tu étais une machine. C'est concevoir une carte de stabilité pour ne pas te perdre au milieu des tempêtes émotionnelles, du bruit externe ou des hauts et des bas inévitables de la vie. C'est avoir un refuge qui te ramène à toi-même quand tout semble bouger. La routine t'enseigne que tu n'as pas besoin d'inspiration quotidienne pour avancer. Elle enseigne qu'il y a de la force dans le prévisible, dans le constant, dans le simple. C'est une déclaration de maturité. Je sais ce que j'ai à faire et je le fais. Même si je n'en ai pas envie, même si je suis fatigué, même si personne ne le voit. Parce que chaque jour avec structure te rapproche de la vie que tu veux. Et chaque jour sans elle t'éloigne sans que tu t'en rendes compte. 7. L'échec n'est pas la fin. Il fait partie de l'entraînement. Chaque guerrier se forme dans la chute, non pas dans le confort de la victoire, mais dans le tremblement des erreurs, dans l'écho de la douleur, dans le silence qui reste après avoir échoué. Chaque fois que quelque chose se brise à l'intérieur, naît la possibilité de reconstruire avec plus de fermeté.
Échouer n'est pas la fin du chemin, c'est un signe clair que tu avances sur ce chemin. Cette société glorifie les résultats, mais cache les chutes qui les ont construits. On récompense la réussite, mais on punit l'erreur. C'est pourquoi beaucoup cachent leurs échecs comme s'ils étaient des tâches. Cependant, les personnes vraiment fortes ne sont pas nées du succès, mais de la résilience. Ils n'ont pas évité les chutes, ils ont appris à les lire. Ils n'ont pas craint le jugement, ils ont craint de stagner. La pensée stoïcienne ne romantise pas l'échec, elle l'accepte comme une partie inévitable du développement humain. Épictète le disait clairement, ce qui interrompt le chemin fait partie du chemin. Celui qui échoue et continue cesse d'avoir peur. Celui qui trébuche et se relève se renforce. La discipline ne s'entraîne pas dans les jours faciles, elle s'entraîne quand tout à l'intérieur demande à abandonner et que tu décides de continuer. Marc Aurèle a affronté des guerres, des trahisons, des pertes. Son esprit a trouvé l'équilibre non pas en vivant sans problème, mais en transformant chaque difficulté en un outil. La chute, pour lui, faisait partie du devoir. Celui qui espère avancer sans se tromper est destiné à se rendre au premier obstacle. La clé n'est pas d'éviter la douleur, mais de devenir plus sage après l'avoir traversée. Les faux pas ne sont pas un signe de faiblesse. Ce sont des épreuves qui permettent d'observer le niveau d'engagement. La personne qui abandonne parce qu'elle a échoué ne voulait pas avancer, elle cherchait seulement le confort. Mais celui qui persiste après avoir échoué a commencé à se dominer. L'identité se forme plus dans la récupération que dans le triomphe. Chaque processus sérieux va déranger. Il y aura des décisions mal prises, des habitudes non respectées, des mots qui ont fait mal, des objectifs non atteints. Mais tandis que d'autres se cachent derrière des excuses, tu décides de l'affronter. Tandis que certains sont paralysés, tu corriges et continues. Cette capacité à continuer même en ressentant le poids de l'erreur est ce qui te distingue. La chute ne détruit pas, l'abandon, oui. C'est pourquoi le véritable entraînement ne consiste pas en la perfection, mais en la constance. Celui qui s'arrête à chaque faux pas perd le rythme. Celui qui continue, même en traînant ses blessures, gagne en clarté. Sénèque rappelait que le sage peut tomber, mais ne reste pas à terre. Cette idée résume l'esprit stoïcien. Avancer avec des cicatrices, pas avec des excuses. L'échec peut faire mal, mais cette douleur est utile si elle se transforme. Elle sert de carte, de signal, d'impulsion. Si tu choisis d'apprendre de chaque erreur, tu ne répètes plus une vie réactive. Tu forges ton caractère, tu apprends à vivre avec intention. Accepter cette vérité change la façon dont tu affrontes ton chemin, non pas comme une ligne droite sans interruption, mais comme un terrain plein d'épreuves qui servent à te polir. L'échec n'a pas à te traîner, il peut te pousser. Il n'a pas à te définir, il peut te préparer. Si tu l'utilises avec sagesse, il devient le maître qui te mène plus loin que n'importe quel succès facile. C'est ainsi que l'on entraîne l'esprit, c'est ainsi que l'on renforce la volonté, c'est ainsi que l'on façonne la véritable transformation. 8. Ton but est la flamme qui soutient ton effort. Le phare ne s'éteint pas au milieu de la tempête, non pas parce que le vent ne le frappe pas, ni parce que la mer ne le menace pas, mais parce qu'à l'intérieur brûle une lumière qui ne dépend pas du climat. C'est ainsi que fonctionne le but dans la vie de celui qui décide de se soutenir. Quand tout se complique, quand la fatigue pèse et que les doutes apparaissent, cette flamme silencieuse est la seule chose qui maintient le pas ferme. L'effort sans direction s'épuise. En revanche, avec une raison claire, même la douleur devient du carburant. Beaucoup commencent avec force, énergie et émotion. Mais au premier faux pas, ils abandonnent. Non pas par manque de capacité, mais par manque de sens. On essaie d'avancer sans savoir vers où. On se bat pour des objectifs imposés par d'autres, pour des images externes, pour des promesses vides. Sans but, tout obstacle devient une raison de s'arrêter. Avec un but, chaque chute devient un entraînement. Marc Aurèle trouvait refuge dans ses propres réflexions. Il y rappelait son devoir, sa responsabilité, sa cause. Il gouvernait un empire, mais ne cessait jamais de se demander pourquoi il devait agir avec rectitude. Ce n'était pas de l'ego,
c'était de la clarté. Il avait une raison qui le poussait même dans les jours les plus difficiles. Cette conscience le protégeait de l'épuisement mental. Cette connexion avec son pourquoi le faisait avancer sans dévier. Le but agit comme une ancre et aussi comme une impulsion. Il soutient dans la confusion et pousse quand tout semble s'arrêter. Chaque fois que tu te souviens pourquoi tu as commencé, quelque chose à l'intérieur se réveille. La paresse perd de sa force. Le bruit extérieur s'éteint. Le chemin se montre à nouveau. Non pas par motivation instantanée, mais par direction interne. Épictète enseignait qu'une vie sans sens est un bateau à la dérive. La discipline naît de savoir ce que tu veux construire. Il ne s'agit pas d'imposer des sacrifices sans raison, mais de donner une structure au désir profond de te transformer. Quand tu ne sais pas ce que tu défends, n'importe quoi peut t'emporter. Mais quand tu es enraciné dans une raison véritable, même les excuses les plus séduisantes perdent leur pouvoir. Beaucoup exigent des habitudes sans avoir une cause solide. Ils se lèvent tôt, s'entraînent, étudient, mais ils le font par inertie, par pression, par comparaison. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à le maintenir. Le corps agit mais l'esprit ne suit pas. Et sans une raison forte, tout effort s'effondre avec le temps. La constance a besoin d'un but, où elle s'épuise. Il y a des jours où tout semble lourd, où il n'y a pas de résultat, où l'environnement n'aide pas, où l'envie disparaît. Ces jours-là, se souvenir de la raison change tout. On n'a pas besoin de perfection, on a besoin de direction. Cette clarté fait que le pas se maintient, même avec fatigue, même en silence. Le but n'a pas à impressionner personne. Il ne se mesure pas par sa taille, mais par sa connexion avec toi. Il peut s'agir de protéger ce que tu aimes, de briser les chaînes du passé, d'honorer un engagement envers toi-même. L'important est que tu le gardes présent, que tu en prennes soin, que tu ne l'oublies pas quand le monde essaie de l'éteindre. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui persistent. Ce n'est pas la force, c'est le sens, ce n'est pas le talent, c'est l'engagement. La clarté sur pourquoi tu le fais transforme chaque acte en affirmation. La discipline devient loyauté. Et cette loyauté maintenue jour après jour construit quelque chose de plus grand que les réalisations. Elle construit une vie vécue avec intention, avec fermeté, avec un feu qui ne s'éteint pas sans raison. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous,